Professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Est-ce que cette ville symbole que viennent de reprendre les Ukrainiens peut être leur dernière prise de guerre à votre avis, ou est-ce que, comme le craint l'OTAN, le conflit est vraiment très loin d'être terminé encore? Le conflit est loin d'être terminé, c'est clair. Mais il est aussi clair que la Russie est sur la défensive et a échoué. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas la capacité de continuer évidemment à se battre. Elle a des ressources importantes. Mais très clairement, la Russie a complètement échoué, et heureusement d'ailleurs, à envahir l'Ukraine et à imposer un régime fantoche. Ce qui a été révélé au monde, c'est la profondeur de la corruption de la Russie et de l'armée russe, de son inefficacité. Et cela porte vraiment atteinte au statut international de la Russie, parce que vous savez, la Russie, en fait, ça n'est pas une grande puissance. C'est un pays immense, c'est le plus grand pays du monde. Mais c'est un pays dont le PIB est de la taille plus ou moins de celui de l'Espagne. Ce n'est pas une grande puissance. Et on disait toujours, oui, mais la Russie a quand même une puissance militaire. Mais cela aussi, ce n'est pas le cas. Donc la Russie est sur la défensive. Les Ukrainiens se battent comme des héros. Ils ont évidemment et heureusement le soutien de l'Occident. Ils ont réussi à repousser l'offensive russe dans le nord. Maintenant, ils reprennent Kherson. Et je pense qu'ils ont la capacité de continuer. Mais la question ensuite, c'est de savoir quelle est la capacité également de résistance de l'Occident. Parce que il faut fournir du matériel à l'Ukraine. Et cela les ressources ne sont pas interminables. C'est-à-dire que cela vide les ressources militaires de l'Occident. Et puis, évidemment, le fait que la Russie tient l'Occident partiellement avec son gaz naturel. Donc combien de temps l'Occident va-t-il tenir? Ça aussi, c'est la question. Mais en tout cas, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que la Russie a échoué. Ça n'est pas encore fini, ça prendra du temps. Et c'est justement la raison pour laquelle il faut absolument que l'Occident reste déterminé et uni. Ouais. Alors on arrive à une période charnière là, puisque l'hiver va commencer et les experts militaires de l'OTAN craignent que Poutine joue sur justement sa puissance énergétique pour laisser les Ukrainiens dans le froid glacial qui les attend, privés de ressources, privés d'électricité. Ça, est-ce que ça pourrait changer la donne, et est-ce que ça pourrait amener les Ukrainiens à négocier, à votre avis? D'abord, ce serait pas la première fois. Je rappelle qu'en 2006, lorsque l'Ukraine négociait pour se rejoindre à l'OTAN, Poutine avait utilisé justement de l'arme énergétique en plein hiver, évidemment, en coupant les ressources gazifères de l'Ukraine pour les obliger à se soumettre et à ne pas négocier avec l'OTAN. Oui, il a la capacité de le faire. La question de savoir effectivement si les fournitures d'électricité en provenance de l'Occident suffiront. Là, évidemment, il y a une grosse question. Les Ukrainiens, s'ils font face effectivement à une pénurie énergétique pendant l'hiver, ont un véritable problème. Et d'un autre côté, n'oublions pas non plus que la guerre avait commencé en hiver, puisque c'était quand même au mois de février. C'était effectivement vers la fin de l'hiver, mais Poutine avait attaqué, si je ne m'abuse, le 24 février. Donc oui, Poutine a la capacité, effectivement, malgré tout, de continuer à faire souffrir les Ukrainiens pendant l'hiver sur le plan énergétique. Mais là aussi, il y a des solutions alternatives partielles que l'Occident peut fournir aux Ukrainiens. Dernière question, Emmanuel Navon, c'est la réaction, l'une des plus dernières réactions à la victoire de Netanyahou en Israël. Elle vient du Kremlin ce soir, qui dit qu'il se félicite de voir revenir quelqu'un qui pense autrement, évidemment sous-entendu, que Yair Lapid il y a quelques semaines. Est-ce que vous pensez que Poutine et Netanyahou peuvent reprendre aujourd'hui la relation qu'ils avaient avant la guerre? Je pense que personne ne peut reprendre la relation avec la Russie comme si rien ne s'était passé. Je ne sais pas encore ce que va être la politique de Netanyahou, puisque jusqu'à présent, en tant que chef de l'opposition, il n'a jamais condamné la Russie. Et que beaucoup de personnes proches de Netanyahou ont félicité la Russie pour sa guerre et ont condamné l'Ukraine, dont son fils Yair Netanyahou, qui avait tweeté en russe que finalement le gouvernement de l'époque ne représentait pas Israël, que les Israéliens soutenaient la Russie. Shlomo Filber, l'ancien associé de Netanyahou qui avait finalement témoigné contre lui dans ses procès de corruption, a tweeté il y a 2 jours que Israël devrait reconnaître l'annexion par la Russie des régions est de l'Ukraine. Donc je suis assez inquiet lorsque je vois ce genre de déclaration. J'attends toujours que Netanyahou fasse une déclaration claire sur cette question de la Russie. Et donc là-dessus, on n'a toujours pas entendu, et j'espère qu'on l'entendra bientôt. Eh ben voilà, on verra. Donc effectivement, on attendra cette première déclaration claire, en tout cas de Benjamin Netanyahou, sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Merci Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv.